Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue à votre émission Matin Libre Politique sur Matin Libre Télévision. Aujourd'hui, nous allons parler économie et nous recevons donc le chantre de l'économie fondamentale, Cheikh Dr Bertin Kouvi, puisque c'est la nouvelle appellation. Dr Bertin Kouvi, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Voilà, je vais très bien. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé depuis la dernière émission? À part que je sois de plus en plus beau et majestueux, je crois que le Bénin est resté toujours le même. Et moi, je n'ai pas changé. Très bien. Pour ceux-là qui ne savent pas grand-chose de l'économie fondamentale, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Alors, il faut leur dire que pour construire une maison, il faut une fondation. Et l'économie est une construction, au fait. L'économie fondamentale est donc une science sociale. Une main invisible dont la fonction, le rôle, est de prendre les ressources existantes de façon naturelle dans une région, dans un environnement, pour satisfaire les besoins de ceux qui y vivent. Il se trouve souvent, et trop souvent à mon goût, que les besoins soient plus nombreux que les ressources existantes. Le rôle donc de l'économie est d'initier de la production pour satisfaire les besoins qui n'ont pas trouvé ressources. C'est de ce point de vue que quand une production n'est pas mue, n'est pas justifiée par la nécessité de satisfaire des besoins, nous estimons que ce n'est pas un bien économique. C'est pourquoi l'économie fondamentale va préférer, quelque part où on a découvert du pétrole, qu'on en fasse une terre agricole, que de produire du pétrole, vendre le pétrole pour aller acheter à manger aux populations. Pourquoi cela? Oui. C'est que l'argent du pétrole, c'est vrai, pour un temps, va nourrir. Mais à la longue, le pétrole est une ressource tarissable. Et quand cela va finir, on n'aura plus de quoi manger. On peut faire les deux? On ne peut pas faire les deux. Quand vous détruisez les terres que vous avez, le capital fixe, parce qu'il faut produire du pétrole, le pétrole est un bien tarissable. Or, la terre que vous avez aménagée pour l'agriculture, toute votre vie, vous l'avez. Aussi, en économie, ce qui est convenu d'être appelé économie aujourd'hui, nous l'appelons la finance. Le but de l'économie fondamentale, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est surtout la nuance. C'est pour cela qu'en économie fondamentale, et c'est curieux, nos mamans le font tous les jours. Les mamans sont en économie fondamentale. Le bien-être de la famille, c'est la préoccupation première de chaque maman. Et ça devrait être la préoccupation particulière et principale de chaque dirigeant, c'est-à-dire le père de famille, le père de communauté, le père de la ville, le président de la République ou bien le roi. Très bien. Là, en économie fondamentale, on ne calcule pas réellement les agrégats, le taux de croissance, ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est l'indice de bonheur individuel. Est-ce que l'activité économique a d'impact sur la vie de chacun? Mais, à la longue, l'économie fondamentale c'est-à-dire les deux ont besoin l'une de l'autre. Oui. L'économie que nous avons aujourd'hui, dont le paradigme est respecté depuis 1960 au Bénin jusqu'à aujourd'hui, qu'on retrouve au Togo, même aux États-Unis, que d'ailleurs Trump est en train de corriger. Très bien. Trump est en train de revenir aux fondamentaux du développement. Voici un pays qui gagne beaucoup d'argent mais qui ne produit plus grande chose. Ils produisent tout en Chine. À la longue, ils deviendront esclaves de la Chine. C'est pour ça que Trump est en train d'exiger des taux de douane prohibitifs pour ramener les capacités de production à l'intérieur des États-Unis. Il faut, et j'en aurais terminé, que les pays africains cessent de produire ce qui n'a pas de valeur intrinsèque pour eux-mêmes. C'est depuis que Golo Djigbe est installé que la production de coton au Bénin est devenue un bien économique. Très bien. Parce qu'on produisait du coton que même le mouton ne mange pas. Nous vendons le coton pour aller faire quoi? Pour avoir des dollars. Qu'est-ce qu'on en fait?
on va importer le riz qu'on peut produire ici, le poulet qu'on peut produire ici, l'huile qu'on peut produire ici. Produisant du coton, on en est arrivé à détruire même nos terres à des moments donnés, alors qu'on aurait pu utiliser ces terres-là pour produire directement ce qu'il faut manger. Très bien. Est-ce que l'économie fondamentale est à l'opposé du capitalisme? Non, pas du tout. Toute économie, je vous ai dit, toute construction, que ce soit une case ou un château, ou quel que soit le plan que vous avez besoin de fondation. Oui. Donc, même le capitalisme est passé par là. Et l'économie fondamentale, au fait, dans la plupart des pays, a été construite par l'État. C'est l'État qui construit l'économie fondamentale. Mais le capitalisme, c'est l'individu. Et donc, au départ, vous avez dû entendre qu'au XVIIIe siècle, il y avait les métayers et il y avait les seigneurs. Et les seigneurs jouaient le rôle de l'État en réalité. Ils aménageaient, viabilisaient les terres agricoles qu'ils mettaient à disposition des producteurs. En Chine et ailleurs, ce sont les États qui ont aménagé, viabilisé les terres agricoles. Qu'est-ce qui est plus difficile dans la production agricole? C'est l'aménagement de la terre. Or, souvent, nos parents ou les agriculteurs n'ont pas les moyens pour cela. Pour aménager 1 hectare de terre agricole, c'est au moins 1 million d'investissements. Combien de paysans ont 1 million? Pour dessoucher, niveler et débroussailler tout ce que vous voulez. Donc oui, si le Bénin veut se mettre en économie fondamentale, et dans le programme Le développement, ça y est, en 2021, oui. Ce qui a justifié mon soutien au président Patrice Talon, qui n'a pas changé, quoique on n'ait pas fait cela, le Bénin avait retenu d'aménager, viabiliser 500 000 hectares de terres agricoles. Je n'étais pas d'accord sur un point. La distribution et le partage des 500 000 hectares de terres, qu'est-ce qu'on voulait en faire? Une bonne partie, c'est pour faire des plantations de fruitiers. Bon, en soi, c'est déjà un bon début, mais moi, j'aurais bien aimé que cela ait été distribué aux producteurs à hauteur de 5 hectares par producteur pour nous produire à manger et que nous cessions d'importer du riz et autre chose d'ailleurs. Très bien. À l'évaluation de ces 500 000 hectares aujourd'hui, le Bénin a-t-il pu faire quelque chose? Mais ce que je dis, vous n'avez pas fait attention. Le Bénin n'a rien fait du tout. Le Bénin n'a pas aménagé ces terres-là. Rien du tout. À ce que je sache, non. Par contre, j'avais eu dire qu'on voulait aménager, je crois, 12 000 hectares. Il y avait un petit projet de genre. On avait l'argent, hein, ce n'est pas l'argent qui a manqué. Oui. Ce qui a manqué, oui. Et ce n'est pas la volonté non plus. C'est le droit de propriété sur nos terres. Bon, on pourrait dire que la volonté a manqué parce qu'on sait que quand un pouvoir a la volonté, les moyens sont là, et voilà. Non, les moyens financiers étaient là. Oui, je ne parle pas des moyens financiers, c'est-à-dire que s'il y a la volonté, le droit de propriété, on a déjà vu un certain nombre de projets et on demandait aux populations de rejoindre d'autres. Oui, on ne leur demandait même pas, c'est-à-dire, vous n'avez pas totalement tort, mais je crois que c'est la structuration du projet qui a manqué de volonté. Parce qu'on n'a pas besoin d'arracher les terres aux ayants droit. Il suffisait d'avoir un contrat sur 99 ans où les propriétaires gardaient toujours la nue propriété et l'État avait l'usufruit, l'utilisation de ces terres-là, qu'on aménageait et qu'on mettait à la disposition de ceux qui veulent bien produire. Ou alors, ceux qui ont leurs propres terres et qui sont en jachère et qui n'ont pas les moyens de les aménager, l'État les aménageait et les mettait à leur disposition. Je crois que nous allons le faire, s'il plaît à Dieu, si nous parvenons à être président dans ce pays en 2026, ou si le président Patrice Talon continue par la grâce de Dieu, ou alors, vous savez, le cœur de l'homme est rempli de projets, mais seule la volonté d'Allah s'accomplit. Quiconque aura été président en 2026 mourra sur son dos, qu'il soit Kouvi, Patrice Talon que Dieu aurait retenu, ou bien de quelque bord que ce soit. Nous allons travailler à ce qu'il fasse ces projets-là. Sinon, nous aurons des difficultés à transformer les chenilles d'aujourd'hui en papillons qui volent. Mais nous nous battrons pour que ce soit la dynamique Talon qui continue, à travers nous-mêmes les acteurs de la dynamique Talon continue, ou bien ceux qui sont en périphérie. Mais l'idéal aurait été que le président lui-même continue. Malheureusement, il continue de dire non. Voilà. Docteur Bertin Kouvi, déjà, la dette.
Vous qui parlez de l'économie fondamentale, on parle de plus en plus de dettes et on l'a évoqué il y a quelques semaines sur ce plateau également. Le Bénin s'est endetté, on a un écart important, la dette. Pourquoi cette hostilité vis-à-vis de la dette? Bon, la dette est définie dans l'islam comme la corde qu'on prend pour se pendre soi-même. C'est la dette privée. Mais la dette publique, je ne connais pas de pays qui n'ait pas recouru à la dette pour construire ses fondamentaux. Je vais vous dire pourquoi. On ne met pas un pays en prison. Et il est difficile de vite atteindre un niveau de développement sans recourir au financement par anticipation. Au fait, à quoi ça sert la dette? La dette vous met les ressources que vous auriez pu mettre 10 ans à mobiliser. Vous les avez aujourd'hui, vous les utilisez pour ce que vous voulez construire et vous les payez à la longue. Je voudrais que vous reteniez une chose de la dette. La dette n'est ni bonne, la dette publique, Oui. n'est ni bonne ni mauvaise. C'est ce que vous en faites qui doit être bon ou mauvais. Si vous prenez une dette pour construire des éléphants blancs, le palais omnisport, voilà une dette pour aller faire un stade flambant neuf dans un pays où les gens ne jouent même pas au football. Les projets pharaoniques pour montrer sa gloire, c'est une mauvaise dette. Par contre, si vous prenez la dette pour faire la route du coton, par exemple, pour faire la route qui permet d'avoir la connectivité, qui permet de ne plus avoir de go slow, c'est une bonne dette. Parce que le temps, c'est de l'argent. Ça, c'est un. Et ça vous évite aussi les accidents sur les routes. Si vous prenez la dette pour construire les centres de santé publics, c'est une bonne dette. Vous aurez une population en bonne santé. Si vous prenez la dette pour construire, ma foi, une capacité de produire de l'électricité, c'est une bonne chose. Vous aurez, à part de l'énergie, vous pouvez mettre de l'industrie sur place. La dette pour l'eau potable. Aussi, aujourd'hui, 1,3 million de nos enfants dans les écoles ont un repas chaud à midi. C'est une très bonne chose, une telle dette, parce que ça permet de construire l'avenir du pays. Autant vaut l'enfant, autant vaudra l'avenir. Très bien. Vous voyez? Par contre, les dettes de prestige, et je l'avais critiqué à l'époque, j'avais pris pour moi l'Amazon pour un très mauvais investissement au départ. Mais je n'ai jamais imaginé que la présence de l'Amazon pourrait faire que tous les dimanches ou bien samedis, les Béninois se regrouperaient à ce point-là et heureux d'y être. Donc ça permet d'avoir du bonheur. Ils ont quelque part où ils sont heureux d'y être. Et donc c'est la présence des citoyens qui vous a fait changer d'avis. Non, c'est ça. Leur bonheur au fait. Je vous ai dit que pour moi l'économie, c'est de faire le bonheur des populations. En soi, donc ça s'est révélé. Être là-bas le week-end, c'est vrai, ils sont un peu heureux, mais on ne va pas dire ils le sont. Vous ne voyez personne quitter sa maison pour aller quelque part où il n'est pas heureux. Ah, parce qu'il veut se déstresser peut-être. Mais bien sûr, c'est important justement. Vous voyez combien de jeunes meurent trop jeunes parce qu'ils se laissent aller au stress. Nombreux me voient danser sur TikTok. Ils disent, oui, mais qu'est-ce qui lui arrive? Parce que la vie est tellement courte. La seule chose que nous sommes sûrs de réussir sur Terre, c'est quoi? C'est de mourir. Donc, autant mourir heureux, même si on a le ventre creux. Alors oui, la dette qui a permis de construire l'Amazon aujourd'hui, je vous le conseille, a été une bonne décision. Aussi, l'Amazon permet à des bateaux de croisière de s'arrêter et les touristes viennent prendre des images là. Il y a une attractivité pour notre pays sur le plan touristique. Bon, je n'ai pas fait l'audit. Maintenant, la dette, oui, de toutes les dettes. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres dettes qui sont farfelues. Oui, mais justement, donc vous n'en voyez pas encore. Je n'ai pas fait l'audit, mais je vous dis ce que je vois. Vous ne voyez que de bonnes choses actuellement. En tout cas, oui, parce que je vois les routes, je vois les ponts et chaussées, je vois les hôpitaux, je vois l'électricité, je vois l'eau. Il faut poser la question à ceux qui sont à, comment on appelle, à Akpakpa. L'eau a commencé par couler régulièrement maintenant dans les robinets à Akpakpa. Je vois que les ruelles à Fidjroussé sont en train d'être goudronnées. Je ne sais pas si c'est fait ailleurs, si c'est pareil.
ou bien c'est forcément Figueroa qu'on aime, mais Figueroa commence par ressembler à un quartier de Paris. Bon, mais vous savez que même à Figueroa, c'est à travers également un projet de la Banque mondiale. Donc, ce n'est pas forcément que le gouvernement. Donc, il y a mais la Banque mondiale, il faut bien rembourser. C'est une dette, c'est un investissement. Au fait, la dette qui est mauvaise, et j'en aurais terminé, c'est quand la dette, c'est comme un privé qui prend une dette pour faire un mariage pompeux. Il peut être certain, dans 5 ans, la femme va le quitter. Vous, jeunes, ne vous endettez jamais pour faire un mariage pompeux pour plaire à une femme. Elle va vous quitter après. Très bien. Parce qu'il va bien falloir rembourser. Par contre, prenez une dette pour faire une plantation de palmiers à huile, une plantation d'acajou. Dans 5 ans, ça va commencer par produire. Les fruits de cette plantation permettront de payer la dette et vont vous enrichir. Alors, je vais vous expliquer un phénomène qui est important dans la dette. L'effet de levier. On ne s'endette pas s'il n'y a pas d'effet de levier. Je vous donne un exemple. Si vous investissez 1 milliard, les 1 milliard par an peut vous produire, comment on appelle, 200 millions. Et vous n'avez que 1 milliard. Il vous est recommandé, il vous est conseillé d'ajouter encore au moins 1 milliard, sinon 2 milliards ou bien 3 si vous pouvez. Puisque 1 milliard permet de gagner 20%. Et si vous avez de la dette à 10% de taux d'intérêt, ça voudrait dire que sur 1 milliard, vous payez 100 millions. Or, les 1 milliard investis vous rapportent 200 millions. Donc, quand vous faites la différence entre ce que les 1 milliard vous rapportent et ce que ça vous coûte, vous avez un bénéfice de 100 millions. Quand vous prenez les 100 millions que la dette a permis de générer, que vous ajoutez aux 200 millions que votre propre capital a permis de créer, vous vous retrouvez dans un effet de levier de 100 millions. Donc, vous avez 300 millions. Vous voyez, vous avez 300 millions de bénéfices, alors que si vous étiez contenté de votre seul capital propre, vous auriez eu seulement 200 millions. C'est vrai, il faudrait quand même dire ceci. L'assiette fiscale et ceux qui participent à la levée d'impôts chez nous ne sont pas aussi nombreux que cela. Exactement. Ce qui fait que nous avons fait un saut de crapaud et ce saut de crapaud nous a permis d'avoir un développement rapide mais qui ne dépend pas de notre activité immédiate. Il faut que nous donnions les moyens d'accroître notre capacité de production pour que la dette, c'est-à-dire la pression fiscale, ne soit pas prohibitive. Très bien. Pourtant, les critères de convergence de l'UEMOA demandent à ce qu'on soit à 20% du PIB de pression fiscale. Le Bénin est encore à 11%. Donc, nombreux ne payent même pas encore de dette. Ah, pourtant, on ressent. On ressent quand même. Non, ne paie pas encore d'impôts. On ressent énormément. Vous savez pourquoi on ressent cela? Non. Parce que les impôts sont payés en réalité par les fonctionnaires et ceux qui sont en ville. Ceux qui sont au village, de combien ils participent. C'est pour ça. Et ils sont plus nombreux. C'est-à-dire c'est à peine 30% des populations qui supportent les 100% d'impôts qu'on lève directement en dehors de l'impôt sur la consommation. Mais ce n'est pas l'avis de Gané Ousouglo, par exemple, tout le monde paie les impôts. Même quand j'achète quelque chose, mais vous savez... Non, vous n'avez pas écouté. J'ai parlé d'impôts directs et d'impôts indirects. L'impôt indirect, tout le monde supporte ça. C'est l'impôt sur la consommation. La TVA, quand vous consommez quoi que ce soit qui a été importé, ça paie de la TVA. Quand vous allez au marché, vous achetez, ça paie de la TVA. Oui, donc vous payez forcément d'impôts. Mais maintenant, ceux qui payent l'impôt directement, mais l'impôt sur le salaire, qui prend d'impôt sur le salaire du paysan? Il ne participe pas. Donc, il faut accroître les terres utiles agricoles pour que ceux-là produisent encore assez. Leur production additionnelle transformée chez nous vont générer des ressources additionnelles et vont entrer dans le circuit économique
et vont faire de telle sorte que la pression fiscale ne soit pas trop accentuée sur seulement 30% des populations. Très bien. C'est pour ça Oui. le secteur primaire est le secteur qu'il faut, si le Bénin échoue en 2026, je vais honnêtement aménager, viabiliser 3 millions d'hectares de terre par du financement participatif, ce ne sera pas de la dette, Oui. mais je vais prendre de l'argent avec les banques islamiques, les banques participatives, qui vont aménager, viabiliser les terres agricoles, donnez-moi une minute, les distribuer aux producteurs qui vont produire, puisque c'est l'argent qu'on a utilisé pour aménager la terre. Donc c'est en principe une dette à leur égard. Chaque année, quand ils produisent, on prendra peut-être 5% pour les terres, la location de la terre chez les propriétaires terriens. On leur prendra aussi 5% pour amortir l'investissement qui a été fait pour aménager la terre. Donc, au total, le producteur, eh bien, il va payer 10% de sa production pour rembourser une partie de l'investissement qui a aménagé la terre et la location de la terre. Aussi, Oui. nous allons mettre des tracteurs à leur disposition et il va souffrir qu'on lui retienne aussi 10% pour le remboursement du tracteur, ce qui fait qu'in fine, il se retrouve avec 80%, qui est une bonne chose. Écoutez, 80% d'une bonne production sur 10 hectares, c'est mieux que 100% d'une production sur 2 hectares. Très bien. Voilà. Il y a tout de même, c'est vrai que vous parlez de 11%. À l'allure où vont les choses, bientôt, on va atteindre le seuil recommandé, bien évidemment, Bertin Koyovi. On ne pourra pas. Si on atteint le seuil des 20% et appliqué en réalité à seulement 30% de la population, c'est qu'on va vous prendre tout votre salaire, cela ne suffira pas. Je vous dis, si on prend 100 Béninois, oui, il y a seulement 30 qui payent d'impôts directs. Parce que les impôts indirects, là, ça n'a pas assez d'incidence. Je parle d'impôts directs. La ponction qu'on fait sur votre salaire, c'est un impôt direct, ça. Vous la sentez comme une injustice. D'ailleurs, personne ne paye d'impôt en étant content, vous le savez bien. Mais si quand vous payez d'impôt la TVA sur une billet que vous avez bu, vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne savez même pas que vous avez payé. Donc l'impôt direct, là, c'est environ 30% de Béninois qui payent soit sur leur salaire, soit sur leur bénéfice entrepreneurial. Vous comprenez? Alors, si on veut aller à 20%, et on veut faire les 20%, ben chacun de vous va se retrouver en train d'avoir une pression près de 100% sur son salaire. C'est pourquoi, au lieu que ce soit seulement 30% des Béninois qui payent d'impôts directs, il faut l'élargir à 60% de Béninois. Au moins 60%. Si on se retrouve à 60% de Béninois qui payent l'impôt direct, alors qu'on est déjà à 11%, on va se retrouver à 22%. Et pourquoi ça ne se fait pas, par exemple, ça? C'est une analyse, oui, c'est une analyse que nombreux ne font pas. Ils le savent, ils ne sont pas idiots. Ce n'est pas facile non plus à appliquer, parce que ça demande de l'investissement. Pour aménager quel genre d'investissement, par exemple? Pour aménager de nouvelles terres agricoles, c'est de l'argent, c'est des milliards. Ah, pourtant, on l'a prévu. Oui, non, on l'avait prévu, on avait l'argent. Ce qui a fait que, et là, c'était seulement que 500 000 hectares. Et c'est l'analyse que je fais, justement, qui a été faite dans la décision qu'ils ont prise. À la limite, c'est que ça n'est pas allé jusqu'au bout. Et tout simplement, bon, au fait, le ministre de l'Agriculture n'est pas ici, mais les Finances n'est pas là. Je ne veux pas leur faire l'affront de dire pourquoi ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. C'est mon constat. Et c'est malheureux. Tout à fait. Très bien. Et déjà, avant d'évoluer dans ce registre économique, déjà, dites-nous, qu'est-ce que le Bénin gagne ou qu'est-ce que les populations gagnent en élisant, par exemple, un économiste à la tête du Bénin? Si c'est seulement un économiste, ce n'est pas la peine. Il faut élire un économiste qui ait la notion des humanités. Parce que si ce n'est que les chiffres, comment construire une économie, ça ne suffit pas. Il faut que le besoin de construire une économie soit mu par l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, être économiste ne suffit pas, mais être économiste qui se préoccupe du bonheur des populations, oui.
C'est pour cela que je vous dirais que élire un économiste libéral, ça ne vous rapportera pas grand-chose. Mais élire un économiste fondamentaliste ou un économiste libéral, oui, mais qui se soucie du bonheur de chacun, ce sera une bonne chose. Parce que moi, dans ma filière économique, toute décision que nous prenons, avant de construire une route, on se préoccupe de est-ce que la route changera la vie des populations. Le village où la route passe, chaque village où ça passe, qu'est-ce que ça leur apporte si ce n'est pas la connectivité? La connectivité est déjà une bonne chose, mais elle ne suffit pas. Alors si moi je dois faire une route, le long de chaque route, les terres qui sont là seront aménagées, viabilisées pour en faire des zones agricoles. Allez en Europe. Le président Yahya Boni avait coutume de dire que le développement d'un pays passe par le développement de la route. Non. Bon, très bien. Ce qu'il n'a pas souvent ajouté, c'est en fait le développement du pays dont il parle passe par le développement de la route. C'est parce que le développement de la route, c'est-à-dire la construction de la route, justifie l'aménagement des terres agricoles le long de la route. Et c'est l'exploitation de ces terres agricoles aménagées qui génère des ressources additionnelles pour permettre de rembourser le prêt qui a été fait. Maintenant, si vous faites une belle route qui passe dans des villages où on ne produit rien, vous les remboursez comment? C'est pour cela que parfois... Et donc on prend en compte tous ces facteurs-là. Il faut prendre tous ces facteurs-là quand on est en économie fondamentale. Mais en économie libérale, parfois ce n'est pas cela. Il y a peut-être un champ d'acajou quelque part qu'on veut transporter. Et c'est utile pour qui? Pour Glo Djigbe ou bien pour l'étranger. On prend une dette, on fait la route jusqu'au champ, on charge, on ramène ça en ville pour vendre. Mais tous ceux qui sont le long de la route jusqu'à ce champ-là, on n'a pas aménagé les terres agricoles. C'est du gâchis. C'est comme vous faites un projet de chemin de fer électrique. Et il y a un chemin de fer électrique qui passe dans un village et le long des villages, ils sont dans le noir. Ça ne sert à rien. C'est comme vous construisez un barrage hydroélectrique et vous devez transporter l'électricité du point de production du barrage électrique jusqu'en ville. Et vous ne prenez pas la peine de brancher les villages. Ça ne sert à rien non plus. Donc oui, nous faisons d'autres études qui vont au-delà de la rentabilité financière. C'est la rentabilité économique. Quel impact ça a sur le niveau de vie, la qualité de vie des populations. Très bien. Voilà, on a un niveau d'endettement aujourd'hui qui parfois suscite un certain nombre de réactions dans l'opinion, véritablement, parce qu'on se pose la question de savoir, même après la gouvernance actuelle, comment peut-on faire pour pouvoir rembourser justement ces dettes-là? Alors, il faudrait que nous sachions de quoi nous parlons. La dette béninoise était à environ 3 000 milliards de francs CFA, enfin 2800, donc je vais arrondir à 3 000. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à 9 000. Donc, il y a de dettes différentielles. Notre différentiel est de 6 000 milliards de dettes additionnelles. Oui. C'est-à-dire contractées par le président Patrice Talon et son ministre des Finances, Romain Wadaï, et son ministre du Développement, Abdoulaye Biachane, enfin tout le gouvernement. On a l'équivalent des 6 000 milliards, on le voit dans le pays. Quand vous ouvrez bien les yeux, vous voyez combien Cotonou est en train d'être embelli. Vous croyez que c'est en dansant le tango ou bien le tienkoumé? Non. Donc, il y a ce à quoi la dette sert chez nous. La comptabilité est à partie double. Débit, crédit, actif, passif. Nous avons pris du crédit, mais on a vu ce qu'on en a fait. On en a fait des routes. Aujourd'hui, nombreux vous diront que le président Patrice Talon a construit 3000 kilomètres de routes. Ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas vrai. En réalité, nous avons impacté 3000 km de routes. Routes nouvellement construites et anciennes routes reprofilées. Route quand même. Quand je prends la route Malanville et Parakou,
C'est une route qui existait déjà. Mais où aller de Parakou à Malanville, on faisait plus de 4 heures de temps parce que c'était le parcours du combattant. Aujourd'hui, ça a été reprofilé avec un goudron de pratiquement 15 cm même d'épaisseur, ce qui fait que vous arrivez très vite là où vous allez. Mais si vous ne faites pas cette nuance-là, les gens vous disent, mais écoutez, ce n'est pas une nouvelle route. Mais ils oublient que quoique ancienne route, elle a été reprofilée et un travail extraordinaire a été fait. Il y a quand même de nouvelles routes qui n'existaient pas avant. Le tronçon Bukumbe et Natitengu n'existait pas, c'est une nouvelle route. La route du coton qui part de Banikwara, Kéru et tout ça là, nouvelle route. Donc, je n'ai pas les pourcentages de routes nouvellement tracées et d'anciennes routes réaménagées. Toujours est-il que c'est sur 3000 km qu'on a travaillé. Je laisse ça. Vous prenez les hôpitaux de zone. Il y en a beaucoup. Aux normes de CHU dans d'autres pays. Si vous prenez l'électrification, au Bénin, quand le président Patrice Talon venait, on était à 0% d'électricité produite chez nous. Attention, il y a des groupes électrogènes qui permettaient de soutenir les moments de baisse de tension par rapport à ce qui vient de l'étranger. Le président Yahi Boni, il faut lui rendre hommage, avait vu le besoin de produire de l'électricité chez nous, Maria Gleta. Mais ça a fait d'accidents, vous vous souvenez, n'est-ce pas, a même tué, endeuillé notre pays. Mais le président Talon a repris ça et on est aujourd'hui à 150 MW d'électricité produite chez nous. Ça fait partie aussi de ce à quoi l'argent a servi. Vous verrez qu'on donne de l'eau potable. Il y avait un spectacle désolant de bidons jaunes qu'on voyait tout le temps à, comment on appelle, à Glasgow. Ça a disparu. Bon, l'on ne doute pas, docteur Bertin Corvi, l'on ne doute pas de ce qu'a servi, mais le problème, d'abord je vous fais la question avant de poursuivre, oui. Hein, si vous permettez. Le niveau d'entêtement du Bénin, à comparer dans la sous-région, on en est où? Quel est le regard? Ah, par contre, nous sommes l'un des meilleurs élèves. C'est ça justement que l'on ne comprenne. C'est-à-dire? Les critères de convergence nous recommandent de nous endetter, mais d'être moins de 70% de notre PIB. Nous pouvons nous endetter à hauteur de moins de 60, c'est-à-dire inférieur ou égal à 70% de notre PIB. C'est la règle pour les 8 pays de l'UEMOA. La Côte d'Ivoire est déjà au-delà des 70%, ils sont à 73%. C'est sur Internet, hein. Allez sur les sites de la Banque mondiale et de l'FMI. Ou bien mettez le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire. Vous verrez. Le Sénégal est à plus de 120%. Le Bénin est difficilement à 52,5%. Donc, nous sommes un très bon élève comparé à ce à quoi nous avons droit. Je vais vous dire maintenant en quoi ce n'est pas bon pour nous. Oui. Très bien. Les pays de l'UEMOA ont une caisse commune, qui est la BCAO à Dakar. C'est là où toutes nos exportations, ce que chacun amène, c'est mutualisé. Si toi tu gagnes $1 million, l'autre 10 millions de dollars, on met ça ensemble. On ne fait pas ceci, les 1 million là c'est pour le Bénin, les 2 millions là c'est pour l'autre. Non, c'est ensemble qu'on utilise ce que vous avez mis ensemble. Et en la matière, la Côte d'Ivoire elle seule pèse 40% de notre mobilisation de devises en dollars, 40% de la zone. La Côte d'Ivoire, on dit que chacun peut s'endetter proportionnellement à son PIB à hauteur de 70%. En fonction du poids économique de la Côte d'Ivoire, les 70% de la Côte d'Ivoire, c'est énorme comparé en valeur absolue. Hein. Oui. Comparé, c'est parce que c'est en valeur relative que chacun a 70%. Mais en valeur absolue, les 70% de la Côte d'Ivoire peuvent être 3 fois ce que le Bénin prend, puisque notre économie n'a pas la même taille. Exact. Vous voyez, non? La Côte d'Ivoire est à 73%, ils ont dépassé
le seuil autorisé. Le Sénégal, pareil. Mais si nous, on ne s'endette pas, qu'est-ce qui va arriver? Les autres vont vider la caisse. Au moment de rembourser, nous allons travailler seulement à rembourser la dette que eux, ils contractent. Et c'est ça le drame. Le Bénin devrait s'endetter à hauteur de 60%, même 65%. En fait, vous demandez qu'on s'endette encore. Encore. Mais comment rembourser? C'est là le problème. Mais attendez. Imaginez que vous endettiez pour aménager toutes les terres agricoles au Bénin qui sont en jachère. Que vous endettiez pour mettre des tracteurs à disposition de nos parents. Que vous endettiez pour mettre des usines en dehors de Gros-Djiguela. Faire des usines dans le bassin Soja, dans le bassin ceci. Vous ne pensez pas que produire sur les terres aménagées à coût de dette peut nous permettre de rembourser? Mais de toute façon, ce n'est pas les intentions actuelles parce qu'on a promis 500 000 hectares, on n'a pas eu. Non, donc, ne prévoyons pas cela. Non. Je ne suis pas ici pour analyser les faiblesses et les réussites du gouvernement actuel. De toute façon, on en parlera. Non, je projette sur l'avenir. Oui. Je vous dis, à l'avenir, le Bénin devrait encore s'endetter pour dans des dettes productives afin que la soutenabilité de sa dette soit plus facile. Parce que si on ne le fait pas, on va lire l'heure. Il faut restructurer notre économie. Aujourd'hui, la mobilisation de ressources se fait sur les fonctionnaires, sur les salaires, directement, sur les quelques commerçants qu'on a. Bon, les paysans ne participent pas de grandes choses. Hein. Et le coton étant ce qu'il est, en réalité ne peut pas participer beaucoup, sinon ça devient prohibitif son prix au marché international. Ce à quoi le coton nous sert, c'est plutôt de mobiliser des devises, des dollars. Mais ce n'est pas réellement la production du coton qui permet de mobiliser des fonds pour rembourser. Si quelqu'un vous dit ça, il ment. J'ai fait mes études moi. Mais c'est déjà un bon début. Et il faut aménager des terres agricoles additionnelles. Par exemple, mettre 1 million d'hectares pour des plantations de cajou. Cajou qui est aujourd'hui bien recherché pour être transformé à Glo-Djibé. Si on met 1 million d'hectares de terres additionnelles de cajou, c'est une capacité économique qu'on se donne. Est-ce que vous savez que dans ce pays, à Kétoué environ, le cacao pousse et pousse très bien. Le cacao? Oui. C'est une nouvelle filière qu'il faut lancer. Est-ce que vous savez même que le café, dans le Lama, c'est-à-dire Alada et autres, le café se faisait. Relançons cela. Et il faut aménager, viabiliser les 70 000 hectares de terres agricoles qui sont dans la vallée de l'Ouémé, qui est devenu un slogan pour chaque candidat, chaque régime en marque d'imagination économique. On vient nous sortir ça comme un serpent de mer. Il faut aménager, viabiliser ces terres-là. Et grâce à l'Ouémé, ma foi, on produit dessus. Aussi, il y a 3 projets structurants qui me tiennent à cœur. Le projet d'Ogobis, qui permet de produire 158 MW d'électricité, 128 MW d'électricité hydroélectrique et 30 MW d'électricité solaire. Et dans le bassin que ça crée, qui fait 2 fois la ville de Cotonou, on peut faire la pisciculture en cage, élever du poisson en cage. Ça va nourrir le Bénin et le surplus sera vendu au Nigeria. Nous allons cesser d'importer du poisson de l'étranger. Ça, c'est un. Ce projet-là prévoit d'aménager, viabiliser 5 000 hectares de terres agricoles. Nous produirons du riz, puisque c'est de l'irrigation, nous allons produire 3 fois par an. Nous mangerons du riz, le surplus sera vendu au Nigeria. On peut mettre des abreuvoirs pour que les bœufs puissent ça nous permettra même la sédentarisation de nos éleveurs. Ce projet, si c'est fait, ça évite d'avoir d'inondations à Agonlin, Pédéport et j'en oublie. C'est un projet structurant. Et je voudrais féliciter ici le président Yahi Boni pour l'avoir
C'est Kérékou d'abord qui l'a imaginé. Le président Yahya Boni l'a lancé en 2014, le 26 août 2014. Il a lancé avec les premières pierres et lui et le ministre Kassa sont allés jouer au tam-tam. On fait rêver les populations de Kpangouyan et environ. Ça n'a pas été fait parce qu'ils n'ont pas trouvé les fonds. Et qu'est-ce qui l'arrête aujourd'hui? Le président Talon est venu, il a restructuré le projet, il a redimensionné, il en a fait vraiment un projet structurant, au point où on a même prévu 10 000 hectares de nouvelles forêts pour la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, on a 5 000 hectares de terre pour faire l'agriculture et 10 000 hectares de foresterie. C'est-à-dire on fait une forêt artificielle. Où en est-on aujourd'hui? Bon alors, 2016 à 2021, on n'a pas pu le faire. Bon, moi, j'ai repris ce projet et j'ai fait venir des partenaires ici. Bon, des raisons que je ne m'explique pas n'ont pas permis que cela aboutisse. Mais je travaille à ce que ces projets-là soient réalisés. Après Talon? Non, pas forcément après Talon, hein, mais ça doit être lancé pendant que Talon est encore là. Et peut-être, si Talon part vraiment en 2026, si c'est la volonté parfaite d'Allah qu'il en soit ainsi, ben, ce serait quand même lancé pendant qu'il est là. Parce que nous avons des partenaires qui sont prêts à le faire, pas sur l'endettement. Cette fois-ci, nous le faisons en partenariat public-privé. Il y a un contrat d'achat de production d'électricité que la société béninoise de production électrique va signer avec les partenaires pour racheter la production d'électricité. Les mêmes partenaires vont amener une branche qui va faire l'agriculture sur les terres irriguées. Les mêmes partenaires vont amener une branche pour faire la pisciculture. Et les 5 000 hectares aussi vont permettre de faire l'agriculture, comme je vous l'ai dit. Abreuver et les abreuvoirs, ça va permettre de faire aussi de l'élevage. On va faire le croisement de nos espèces bovines avec ce qu'ils ont ailleurs. Ça, c'est des prévisions après 2026. Non, il faudrait que cela soit lancé aujourd'hui. Ce n'est pas certainement... attendez, j'ai dit le président a été saisi et je prie Dieu. Parce que chaque fois quand il est prévu que le président me reçoive, il y a toujours un contretemps qui fait qu'on ne se voit pas. Voilà. Et c'est le président alors de dire après 2026. Ce sera lancé dès maintenant. Parce que c'est important. Quand vous laissez ce projet-là, vous avez Cotonou contournement nord-est qui nous fait perdre beaucoup de temps. Goslo, qui fait que les conteneurs tombent sur nos enfants, les tuent. Il y en a eu à Ita la dernière fois, alors que les Titans devraient contourner la ville. Ce projet se fera aussi sur financement, en partenariat public-privé. Le remboursement se fera sur 40 ans à partir des péages. Et voilà, c'est aussi un projet structurant là. Le premier projet de Dogo Bis, dont je vous parlais, c'était 300 milliards. Les fonds sont mobilisés. Attention, ce n'est pas mon argent. Le second, c'est un projet de 500 milliards. Les fonds sont mobilisés. Le troisième, vous savez, il est bien beau de parler de chic, on a des hôpitaux flambant neufs, mais si le système de transfusion sanguine n'est pas bon, ben, on n'aura pas vraiment ce qu'on veut. Donc, il y a un projet de 24 milliards que le président Kérékou, je dis hommage, je rends hommage au président Kérékou, qu'il a lancé avant de partir, mais ça n'a pas pu être fait. Le président Yahya Boni aussi a voulu faire, il n'a pas pu. Et je rends un vibrant hommage au président Talon, qui a obtenu les 3 hectares qu'il faut à Roson. On a même déraciné, détruit des plantations de palmiers à huile de nos parents. Et ils étaient convaincus que le projet commençait. Ça fait 3 ans, c'est en souffrance. Nous avons aussi convaincu nos partenaires turcs en consortium avec des banques koweïtiennes et turques et qataris pour financer ça, pas en dette, comme je vous ai dit, mais en financement éthique et participatif. On appelle ça le financement islamique, où c'est l'exploitation de l'infrastructure qui permet de rembourser. Vous savez, j'ai conscience que nous avons effectivement pris assez de dettes. Ce n'est pas faux, mais c'était indispensable pour obtenir ce qu'on a
aujourd'hui. Très bien. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Bertin Kohovi. Et donc, tous ces projets pourraient permettre à pouvoir rembourser cet écart, ce grand écart que nous avons, 6 000 Non, il n'y a pas de grand écart. 6 000 milliards. Non, non, ce n'est pas grand. Parce que, au fait, quand on dit grand, quand nous étions à peine à 1200 milliards de budget, vous savez que dans ce pays, on avait seulement 1200 milliards de budget, non? Aujourd'hui, nous sommes à combien? À 3500 et quelques. Si à 1200 milliards de budget, notre dette était à 3000 milliards, à 3500 milliards, notre dette est à 9000 milliards, c'est-à-dire le total. En réalité, on est resté dans la même proportion. On est resté dans la même proportion, c'est ça que les gens comprennent. Et pourquoi les autres économistes ne voient pas la chose? Mais parce qu'ils ne font pas l'analyse. Non, il y a une chose. Et tout le monde parle, et que, vous savez, le problème c'est que je dis à chacun son métier afin que les vaches soient mieux gardées. Par exemple, j'ai lu sur TikTok quelqu'un qui me disait, mais au fait, j'ai fait mes propres recherches. Quand le ministre Gagnon dit qu'on utilise 70% du budget national pour payer la dette, quand moi j'ai regardé les chiffres, en réalité, c'est 70% de notre recette fiscale directe pour payer la dette. Parce qu'il aurait eu des chiffres. J'ai dit, bon, voilà, les propos commencent pas à évoluer. Les critères de convergence nous imposent de ne pas prendre plus de 70% de notre PIB. C'est-à-dire, la dette sur notre PIB ne doit pas donner plus de 70%. Et nous sommes à 52%, disons même à 53%. Donc, nous sommes l'un des meilleurs élèves, nous sommes même le deuxième meilleur élève. Et donc, en fait, le Niger est mieux que nous parce que le Niger ne veut pas du tout consommer une dette. Mais aller à Niamey, regarder à quoi ça ressemble, même Parakou est mieux construit que Niamey. Ce n'est pas pour les insulter, mais ils ont fait le choix d'aller à leur propre rythme. Donc, nous, oui. Et aussi, est-ce que vous savez que ce sont les dettes contractées aujourd'hui qui ont convaincu les partenaires dont nous parlons à venir faire de la dette participative, enfin du financement participatif chez nous. Quand on voit ce que le Bénin, l'actif que le Bénin a, ça encourage à encore continuer d'investir. Et puis, on ne prête qu'à ceux qui remboursent. Voilà. Si le Bénin ne remboursait pas, je crois qu'il n'y aurait pas de gens qui soient poussés à nous donner des financements pour rembourser. Voilà. Maintenant, l'autre pan aussi, Dr Bertin Kohovi, c'est bien le secteur privé. Le secteur privé, beaucoup de sociétés ou d'entreprises sont en souffrance depuis quelques années. Oui, ça dépend de ce que vous appelez souffrance. Parce que nous avons... D'abord, des sociétés ont fermé, des entreprises ont fermé. Oui, et ce n'est pas faux. Quand on fait des réformes, il y en a... Bon, alors, c'est comme les Android. On fait que beaucoup de studios de photos ont disparu. Les photos couleurs ont fait disparaître beaucoup de photographes où on vous prenez la photo, on développe dans un cadre où vous n'avez jamais été. Aujourd'hui, avec le iPhone 16 Max Pro, vous avez des photos qui sont nickel que même chez les photographes. Ce n'est pas la meilleure illustration, ce n'est pas le même contexte. Ah ben, je veux vous dire que tout est en train d'évoluer. Malheureusement, nombreux ne s'adaptent pas. Est-ce que c'est leur faute? Je ne crois pas. L'État ne leur fait pas comprendre qu'il faut que le paradigme économique est en train de changer. Il faut qu'ils se recyclent. Aujourd'hui, les secteurs où j'encourage les jeunes à étudier, ce sont les secteurs qui ont trait au tourisme, parce qu'on a investi des milliards dans le tourisme. Et ça va demander les métiers de la bouche, parce que les étrangers qui sont venus vont manger. Ben, ceux qui aussi veulent avoir de l'avenir, qu'ils fassent de l'agroéconomie, par exemple, l'agroéquipement, et qu'ils fassent comment faire l'élevage, etc. Là, vous parlez aux aspirants à l'entrepreneuriat, mais là, les entreprises qui ont fermé, ceux-là... C'est vous dire, voilà. Est-ce que c'était des les entreprises? Bon, il va vous donner, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé, par exemple. Ils étaient nombreux à vivre au crochet de l'État, à vendre les consommables à l'État. L'État, c'est là-haut, à la case, vous savez, la boutique qui est en face de l'administration, il y a un grossiste qui vend les imprimantes ou bien les imprimés, les imprimables, n'est-ce pas?
Au lieu de sortir directement et aller acheter ça à 1 million, on dit on fait appel d'offres et ce que le gars a acheté à 1 million là, il vend ça à l'État à 3 millions. Et le PRMP a droit à 500 000. Le DG qui autorise 500 000. Et lui-même, il a droit à 1 million. Eh bien, il se retrouve, il y a 2 millions que l'État vient de perdre, alors que l'État peut aller acheter directement. Ce sont ces gens d'entreprises qui ont de sérieux problèmes. Mais ceux qui sont dans la production de poulet, il y a un marché, que les gens se mettent à produire du poulet, les gens se mettent à produire du maïs, et du riz, et du soja. Bon, maintenant, pour le soja et le cajou, j'ai quand même des griefs contre le gouvernement, je vous le Fort heureusement que vous parlez, parce qu'il y a des mécontentements, justement. Vous, en fait, apprenez à me connaître. Hein. Je ne vous dirai jamais quoi que ce soit juste pour plaire au gouvernement. Là où le gouvernement fait bien, je vous le dirai. Là où le gouvernement a échoué, je vous le dirai aussi. Parce qu'on ne meurt qu'une seule fois. Et je vous ai dit, la seule chose dont nous sommes certains de réussite, c'est la mort. Donc ça ne sera, je ne mentirai pas. Je vous dis, j'ai dit là où j'estime un économiste fondamentaliste qu'il y a quelque chose de bien qui est en train d'être fait, même s'il faut améliorer. Parce que la croissance de 6%, 7% qu'on projette ne se voit pas dans les assiettes des Béninois d'abord. Or, nous avons une bonne tenue économique, mais qui n'a pas d'impact sur la vie de chacun. Et c'est une mauvaise chose. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'on n'est pas dans une économie fondamentale d'abord. Quand nous allons aménager les thèses additionnelles dont je parle, qui ne sont possibles et qui ne seront utiles que grâce aux chenilles qu'on a fait produire aujourd'hui, oui, nous allons manger 3 fois par jour. Aussi, aucune économie ne s'est construite sans des efforts. Vous ne vous êtes jamais demandé comment le Bénin fait pour rembourser ses dettes. C'est parce qu'au lieu que vous mangiez les 3 boules d'Akassa, le président Talon a eu le génie de nous imposer, sans que nous ayons réussi à nous révolter, de nous arracher 2 boules et de nous laisser manger une seule boule pour que nous continuions de survivre. Ah, pour certains, c'est méchant. Sur 3, vous nous laissez une. Oui, mais c'est comme ça qu'on construit un pays. Pourquoi les autres présidents n'ont pas pu faire ça? Parce qu'ils nous ont laissé manger. Et comme on gave des oies, nous avons bien mangé, mais on a vécu dans la porcherie. On n'avait pas d'électricité, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas de route, on n'avait rien du tout. Et il semble que tout le monde n'est pas concerné. Il y a certains, il y a beaucoup qui ont été privés, mais beaucoup ne sont pas, tout le monde n'est pas concerné. Oh ben, regardez les Saint-Doigts. Les Saint-Doigts ne sont pas égaux. Il y en a qui sont plus chanceux, mais vous et moi, nous souffrons, ça c'est vrai, mais c'est le prix à payer pour que, ma foi, ce pays soit développé. C'est une discrimination. Ben oui, il faut une discrimination forcément. La Chine est passée par là. Tous les pays qui ont voulu se développer sont passés par là. Il n'y a pas de pays où les gens sont égaux. Ceux qui racontent ça se trompent. Très bien. Il doit faire bon vivre pour d'aucuns et mal vivre pour la multitude, pour un temps. Voilà. Docteur Mbettin Korovi, avant de vous laisser partir, déjà? Oui, déjà. Vous savez qu'avec vous, ça passe vite. Deux sujets sur lesquels je voudrais quand même votre avis. Déjà, la hausse des frais de retrait d'envoi à Mobile Money et tout ça, les consommateurs ne sont pas contents. Vous êtes également touché? Eh bien, c'est tout le monde, c'est à partir de 100 000, non? Je crois que c'est cela. Bon, j'avoue que je ne l'avais pas remarqué jusqu'à ce que quelqu'un se plaigne de... enfin, moi, je lui suis venu en aide sur un montant donné au retrait. Et ce n'était pas exactement le montant qu'on lui remettait. Je lui ai dit, mais il faut participer. Tu es dans une ruelle qui est goudronnée. Tu crois que c'est quoi? Le président danse? Non. Il faut participer à la construction de son pays. Et c'est la réponse que vous trouvez à cela? Mais moi, je suis un économiste et l'impôt n'a jamais fait plaisir à quelqu'un qui paye d'impôts. Pourtant, c'est la condition pour construire une nation. Donc, les consommateurs subissent. Ils ne subissent rien, ils participent à la construction de leur pays. Sans une sensibilisation, sans une... Ça, par contre, si vous m'aviez dit qu'il n'y a pas eu de pédagogie, je vous le concède, oui, ce n'est pas bien. Mais parfois, les gens préfèrent que vous constatiez, vous boudiez un peu, avant qu'on vienne vous dire, maintenant, écoutez, c'est votre participation à la construction du pays. Et je voudrais inviter le ministre du Transport, ainsi que le ministre des Finances, à mettre en place à notre aéroport une assurance maladie de $50. Je suis allé à Zanzibar, ils m'ont fait payer
une assurance de 44 $, soit disant au cas où je serais malade, qu'on va me rapatrier, on va me soigner. Je n'ai fait qu'une semaine, et même si je tombais malade, il faut un certain niveau de maladie avant qu'on ne vous soigne. Et ce monsieur-là reçoit 2 500 000 touristes par an. Vous imaginez combien ils prennent? Et donc c'est pour ça que... Il faut que le bénéfice fasse ça aussi. Et nous allons commencer par prendre 44 $ chez chaque étranger qui vient chez nous. Les nationaux ne payent pas. Et les étrangers qui viennent, nous devons leur prendre cet argent-là puisqu'ils utilisent notre aéroport. Voilà. Pour finir... non, monsieur le ministre, vous allez me payer 20% de frais de consultation. Je vais passer signer ce accord avec eux. Docteur Bertin Kovi, la loi portant Vision nationale de développement 2060 a été adoptée à l'unanimité des députés. Voilà, votre regard. Ah, LD aussi a voté? Tout à fait. Ah, pour une fois. Alors, c'est une... Bon, pas pour une fois, il y a des lois qui ont été votées. Voilà, c'est une bonne chose, une loi programmatique au fait. Maintenant, je n'en connais pas le contenu. Oui. Si je connaissais le contenu... On rêve d'un Bénin prospère, uni, tout ce qui va avec. Eh bien, tout le monde, oui, mais le tout, ce n'est pas de rêver. C'est d'être en mesure de l'appliquer. Maintenant, je n'en connais pas le contenu. Oui. Mais si LD qui boude tout le temps à voter, ça voudrait dire que certainement que c'est du lourd et ça a été bien structuré. Cela ne m'étonne pas parce que ça a été conduit par mon grand frère et ami Ablaye Biotchane, à qui ce matin même j'étais sur une autre chaîne de télévision. Je reprochais de n'avoir pas partagé ces idées-là avec nous aussi qui faisons de la programmation, du développement tous les jours. Ce que je vous dis là, je ne suis pas sûr que ce soit dans cette loi-là. Pourtant, j'estime humblement que si on ne fait pas ce que je dis, ce sera difficile. Aussi, je vous ai dit, ce dont chacun est certain de réussite, c'est qu'il va mourir. Il n'est pas évident que le ministre Ablaye Biotchane, la plupart de ceux qui ont voté cette loi-là, enfin, ont travaillé sur cette loi-là, seront vivants en 2060. Alors, il aurait bien fallu associer la nouvelle génération montante parce que c'est pour eux qu'on prend des décisions et qu'ils comprennent le bien fondé de la chose. Certainement qu'ils sont associés parce que même les parlementaires, il y a de jeunes parlementaires. Comme des parlementaires comprennent, je ne vais pas me moquer d'eux, donc laissez ça. Bon, moi, je n'ai pas été associé, par exemple. Je n'ai même pas lu le test. Et je trouve que ce n'est pas bien. Ah bon? Oui, oui, oui. Et pourquoi? Ben parce que de la classe politique, on peut ne pas aimer mes idées, mais je suis l'un des rares à les exposer depuis des années. Mais quand on veut faire de la programmation du genre, il aurait été bien inspiré, mais de nous associer, de nous écouter. Très bien. Parfait. En tout cas, votre message certainement a été entendu. Nous sommes à la fin de nos échanges. Bertin Kovi, votre mot de fin. Je voudrais inviter humblement le ministre Ganiou Soglo, pour qui j'ai un respect, j'ai rien contre lui. Mais je voudrais, quand il veut opiner aux économies, qu'il parle avec son père, qui est l'une des références. Le président Nicéphore Dieudonné Soglo est une référence mondiale, au-delà de l'Afrique. Mais que son fils vienne faire des confusions sur des plateaux de télévision, ce n'est pas bien pour notre pays. Les critères de convergence sont connus. Et nous sommes dans une communauté. Et c'est sur Internet la performance économique de chaque pays. C'est pas bien. Moi, je me suis toujours dit, peut-être qu'il est de bonne foi. Au départ, je croyais qu'il était de mauvaise foi. Jusqu'à ce que je me dise, bon, peut-être qu'il est de bonne foi, il ne comprend pas. Le critère de convergence parle de 70%. Moins de 70%. Le ratio par rapport à notre dette doit être moins de 70% de notre PIB. On n'est pas encore à 70%. On est à 52, voire 52,5. Donc moi je dis 53. En réalité, on oscille entre 53 et 54. En 2024, quand on était à Kigali, on était à 54%. Ce sont d'autres. C'est parce que notre PIB est monté que le pourcentage a baissé. Donc voilà, et maintenant je vais appeler les Béninois à travailler. C'est le travail seul, et seul le travail peut nous permettre de nous en sortir. Je veux dire aux jeunes, personne ne devient riche
seulement en dansant. Personne ne devient riche en souhaitant devenir riche. Et quand vous nous voyez là, c'est à cause de vous que je laisse ma barbe blanchie. Pour que vous sachiez qu'on a la même taille, mais à votre âge, je souffrais le manque d'argent que vous souffrez aujourd'hui. Il y en a qui me voient, ils croient que je suis heureux. Oh, je dis, mais vous n'avez pas compris. À 30 ans, je vivais exactement ce que vous vivez aujourd'hui. Et à mon âge, avec vous, votre intelligence, les nouvelles technologies, vous serez mieux lotis que nous autres. Soyez patients et mettez-vous dans des secteurs d'avenir. Les formations ressources humaines et que vous prenez là, vous n'allez gérer que votre mari et vos enfants. Faites très attention. Sociologie, anthropologie. Là. Bon, c'est votre regard. Géographie. On ne va pas dire des choses comme ça. Hein, on n'est pas là. Bon, merci beaucoup, Dr Bettencourt. Oui, merci donc pour ces échanges. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de ce numéro de votre émission Matin Libre Politique sur Matin Libre Télévision. Restez connectés puisque le meilleur reste à venir. À bientôt.